Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de l'invité de la rédaction. Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, ont signé lundi à Abu Dhabi la déclaration intitulée « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis ». À cette occasion, les deux chefs d'État ont signé une déclaration commune dont le champ d'intervention est très large en matière d'investissement, d'engagement et de coopération. Avec nous pour commenter cet événement d'importance, professeur Henri-Louis Védier, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, c'est selon. Donc vous êtes, merci d'être avec nous, vous êtes professeur émérite en économie, HEC, vous êtes enseignant de micro et macroéconomie, d'économie industrielle, de fonds souverains, des ouvrages sur l'économie du Maroc. Au total, c'est une quinzaine d'ouvrages, 16 pour être précis. Vous avez enseigné à Paris HEC, à Sorbonne, à Abu Dhabi, à Varsovie, à Belgrade, à Moscou. Et vous êtes aujourd'hui Senior Fellow au Policy Center for the New South. Merci encore d'être avec nous. Donc, on va y aller sur cette déclaration commune, sur ce nouveau partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Maroc et les Émirats. Alors, pour commencer, on situe la relation des deux pays dans le temps, une relation qui remonte à il y a très longtemps, du temps des pères des deux chefs d'État actuels, avec au niveau de la coopération économique, de la géopolitique, les relations ont commencé bien avant. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler que les premiers liens entre les Émirats Arabes Unis et le Royaume, c'est le lendemain de la création de l'État d'Abu Dhabi, qui est créé en 70, je crois, et en 71, il y a un premier premier échange entre Sa Majesté Hassan II et l'émir de l'époque, et depuis, les relations se sont enrichies, se sont développées. Ce sont des liens fraternels qui unissent les deux royaumes. Je dirais que tous les deux partagent une même vision équilibrée dans des zones différentes. Les Émirats Arabes Unis sont dans la zone de l'Arabie Saoudite et le Royaume, c'est dans la zone Afrique. Et bien évidemment, c'est deux positions stratégiques. Les Émirats Arabes Unis occupent une position stratégique dans cette partie du monde, et le Maroc aujourd'hui est un leader incontestable du Maghreb, d'une part, et du lien entre l'Afrique et l'Europe via le Maghreb et surtout via le Maroc. Justement, donc, c'est quelque chose qui n'a cessé que de se développer depuis. On reviendra là-dessus, justement, sur la position géographique unique ou presque du Maroc. Ces relations tiennent aussi aux relations personnelles. Les deux chefs d'État se connaissent depuis longtemps et sur le plan diplomatique, on a une coopération totale entre les deux pays. Alors, tant pour la position des Émirats Arabes Unis sur la marocanité des provinces sahariennes, l'ouverture d'un consulat à Lyon, la reconnaissance, c'est 2020, et donc c'est quelque chose de fondamental, car à l'époque, c'était pas général, le moins qu'on puisse dire, et ils ont été, je parle des Émirats, et des initiateurs dans ce domaine vis-à-vis d'autres États. Et le Maroc, de son côté, reconnaît donc les îles Tourb Soghra, Tourb Kubra et Abu Moussa comme appartenant aux Émirats. Alors, avant d'aborder, Henri-Louis Védier, avant d'aborder la déclaration, en quoi ce partenariat, selon vous, avec votre expérience de ce genre de partenariat, en quoi il traduit la complémentarité entre les deux pays en matière de solidarité, en matière d'investissement, à travers un modèle de coopération assez unique? Alors, il faut rappeler d'abord qu'avant ces mémorandums qui sont au nombre de 12, je crois, qui ont été signés, les échanges entre le Royaume et les Émirats, c'était des échanges basés sur essentiellement la sécurité, aussi sur des échanges touristiques. Il y avait beaucoup de Marocains qui allaient dans les Émirats, il y avait beaucoup d'Émiratis qui venaient au Maroc. Mais il y avait peu d'échanges économiques directs, sauf quand même le fait que le Maroc faisant partie de la Confédération des pays du Golfe, bénéficiait via cette confédération d'un soutien financier qui, à l'origine d'ailleurs, fut peut-être à l'origine du premier fonds souverain dans le domaine touristique. Donc il y avait des liens qui s'étaient développés au cours du temps, mais qui aujourd'hui se concrétisent beaucoup plus par rapport à ce qui s'est passé hier.
Aujourd'hui, on a un partenariat, quand on voit la déclaration, qui est très longue. Elle est très longue parce qu'elle aborde pratiquement tous les secteurs. En plus de tout ce qui est géopolitique et géostratégique, on y reviendra, tous les secteurs. Alors, nous avons le secteur porteur, nous avons les ports, les aéroports, l'eau et l'énergie, le transport, le tourisme, l'immobilier, sans tout citer. Je vous repose donc la question, est-ce que c'est un modèle du genre, finalement, quelque part, Alors, je dirais que c'est un modèle unique pour l'instant, mais qui peut être copié par la suite. Mais que pour qu'il soit copié par la suite, il faudra une volonté aussi forte que celle de Sa Majesté Mohamed VI et que celle du Tchèque Zayed d'y parvenir. Parce que c'est un partenariat qui remonte sur deux choses quand même. Une richesse qu'on connaît, des moyens financiers considérables qui sont ceux du Qatar. On a rappelé à cette occasion... Les Émirats. Du Qatar, des Émirats arabes unis. C'est pas très loin, mais c'est les Émirats. Des Émirats arabes unis, plus important que le Qatar d'ailleurs, avec le front Hadia. Le front Hadia, c'est 900 milliards de dollars. Bon. Le fonds souverain des Émirats. Fonds souverain émirati. Et donc, des moyens considérables, qu'on retrouve d'ailleurs un peu en Europe. Et c'est aussi une nécessité pour les Émiratis d'utiliser cet argent et de l'investir en espérant un retour qui préserve ce capital extrêmement important. Donc oui, je dis que très franchement, c'est très original, d'un côté des moyens, de l'autre côté des objectifs, et ces objectifs, ils vont être partagés à la fois par le Maroc, ce qui n'est pas surprenant, vu qu'il est à l'initiative de ces objectifs, mais partagé aussi par les Émiratis. Et ça, bien évidemment, ça constitue un socle qui est très important. Alors je rappellerai qu'il y a en fait trois domaines qu'on peut un peu rappeler. Il y a d'abord la volonté marocaine de développer ces relations, ce qu'on appelle post-Africa, Atlantique, c'est-à-dire des pays d'Afrique de l'Atlantique. Et il y a de l'autre côté les Émirats arabes unis qui souhaitent partager cette vision. Pourquoi ? Parce que via ce partenariat, c'est des projets communs qui vont être initiés par ce partenariat, dont bénéficiera bien sûr le Maroc et les pays d'Afrique atlantique, mais dont bénéficiera aussi les Émiratis. Et bon, on reviendra là-dessus, mais dans cette vision-là, c'est une vision qui concerne essentiellement ce qu'on appelle des investissements structurels. Structurels ? Oui. Alors, je peux donner 2-3 exemples. Ça concerne, et ça c'est pas surprenant, mais moi qui suis un spécialiste des provinces du Sud, ça concerne la région de Dakhla. Sur Dakhla, vous avez quand même la Newgate Road for Africa, qui est un projet très lourd en termes d'investissement. Vous avez l'aménagement de Port Dakhla, qui est déjà lancé, qui existe. Vous avez également le hub de Dakhla Aviation, c'est-à-dire de faire de Dakhla un aéroport international, ce qu'il est déjà, mais l'améliorer. Il faut rappeler aussi que les Émirats arabes unis ont une compagnie aérienne de première force, et on peut imaginer qu'à travers ce mémorandum, il y aura un lien direct, comment on va dire, Abu Dhabi, via le Maroc et via l'Aram. Et ça, c'est un plus, surtout quand on sait le rôle qu'Abu Dhabi joue en tant que plate tournante aérienne vers, cette fois, l'Asie et vers l'Inde. Parce que l'Inde est à moins de 8 heures d'avion d'Abu Dhabi. Alors, pour continuer sur votre logique, terre, air, mer. Oui. La terre, on va en parler. Donc, c'est le projet de liaison en LGV, donc qui prolongera celle qui existe déjà entre Tanger et Kénitra. Donc, c'est parti pour Kénitra, de Kénitra à Marrakech. Mais il y a aussi la création et la gestion d'une flotte maritime commerciale dont avait parlé Sa Majesté dans un de ses derniers discours. Alors, ça, mise en place. Je trouve que c'est. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que le Maroc n'a pas une flotte commerciale maritime internationale. Les Émirats en ont une, mais qui ne demande qu'à grossir. Et je trouve que ce partenariat-là, ça, c'est un plus, c'est une innovation par rapport à l'existant. Et bien évidemment, les deux
ont intérêt à cette flotte commerciale. Les deux, bien évidemment, parce que pour le Maroc, ça peut concerner l'industrie, le fret maritime, ça peut concerner le tourisme, c'est très important également. Et donc, et pour les Émirats arabes unis, eh bien, vous avez exactement les mêmes besoins. Il ne faut pas oublier qu'il y a un point commun aux deux pays, ce sont des destinations touristiques. Donc, je dis bien que la flotte commerciale, ce n'est pas seulement des tankers, hein. Ça peut être des bateaux de croisière, ça peut être des tas de choses. Commercial, sans précision, donc commercial, ça peut vouloir tout dire. Large. Et ça dira certainement tout ce qui s'échange, y compris l'humain. Et donc, oui, je pense qu'il y a un avenir touristique considérable. Sur le Maroc, c'est évident. Et sur cette région du monde des Émirats, pour moi, c'est quasiment aussi évident, car c'est très attractif. Alors, on reviendra aussi, si vous le voulez bien, sur les modes de financement qui sont variés et novateurs. Donc, on parle de capitaux, prêts concessionnels, prêts commerciaux, mécanismes de financement innovants, vous nous expliquerez ça, et les dons. Alors, dans ces mécanismes de financement, le premier mécanisme qui est connu de tous, c'est ce qu'on appelle les IDE, investissements directs étrangers, ce qui signifierait que ce soit des groupes émiratis qui investissent directement au royaume. Ça se fait déjà. Et si je vous parlais du fonds d'Abu Dhabi, Investment Authority, c'est parce que, bien évidemment, c'est un fonds qui cherche à placer de l'argent. Donc, les investissements directs, ils ont un premier relais, c'est ce fonds souverain. Mais il y en a d'autres, hein, parce que les Émirats arabes unis n'ont pas un fonds souverain, ils en ont plusieurs. On cite le plus important, mais il y en a d'autres. Hein. Deuxième point, l'autre forme de financement, c'est ce qu'on appelle, non pas l'investissement direct, ce sont les prêts. Alors là aussi, en matière de prêts, je dirais que le moment est bien choisi, car les taux d'intérêt vont baisser. C'était plus complexe de le faire avant, mais on a une tendance mondiale actuellement qui nous dit que dans 1 ou 2 ans, on retrouvera des taux d'intérêt de l'ordre de 2% ou 3%. Ce qui veut dire qu'à partir de là, se relance l'hypothèse des prêts. Parce qu'aujourd'hui, les prêts avec des taux à 5-6%, ce n'est pas très attractif. Mais des prêts retrouvant les chemins de 2 ou 3%, ça le devient. Et de ce côté-là, eh bien, les Émiratis n'ont qu'intérêt à développer ce type de financement de prêts. Et puis, il y a des financements qui sont commerciaux. Par exemple, ça concerne le délai de paiement. Un délai financement commercial. Bon. Et enfin, il y a des dons. Chaque partenaire peut faire des dons. Le Maroc peut faire des dons d'engrais, ce qu'on appelle une forme d'économie de troc, et les Émiratis peuvent faire des dons en dollars, par exemple. Oui. Ou en hydrocarbures. Aussi. Ou autre chose, ou en pétrole. Alors, puisqu'on parle du pétrole, on en arrive à cette question du gazoduc, le fameux gazoduc Afrique-Atlantique, ou Nigeria-Maroc, dont on parle depuis à peu près 7 ans, depuis que Sa Majesté a signé avec l'ancien président Buhari au Nigeria. Il a été annoncé que le début effectif des travaux allait être fait dans quelques semaines, c'est-à-dire pour début 2024. Et là, nous avons déjà une vue sur le financement. Comment vous voyez les choses? Alors, moi, je dirais que c'est un projet qui remonte déjà à pas mal d'années. Il était couplé avec un autre projet de partenariat Maroc-Nigeria pour la construction d'une unité d'engrais utilisant le gaz nigérien et les phosphates et le savoir-faire marocain, avec un accord signé avec le groupe OCP. Et il y avait ce programme, en même temps, dont on discute depuis plusieurs années, qui concerne un projet, alors, à l'époque qualifié de pharaonique, à savoir un gazoduc qui permettrait d'utiliser et de transférer le gaz nigérien sur un périmètre de plusieurs milliers de kilomètres, traversant une dizaine de pays. Et bien évidemment, ce programme-là, il s'inscrivait dans le temps,
et dans un temps long. Il y avait deux obstacles à solutionner. Il y avait un obstacle technique, parce que franchir un pays, c'est pas simple. Il faut des accords binationaux à chaque passage sur un territoire national. Et il y avait l'accord, le programme financier. Donc, on a avancé beaucoup ces dernières années sur les accords entre États, ce qui permet de dire que, sur le plan technique, la faisabilité de ce programme est maintenant très avancée. Il restait le volet financier. Alors là, c'est plusieurs milliards de dollars. Entre 25 et 30, dit-on. Combien? Entre 25 et 30 milliards. Oui, j'ai les mêmes chiffres. Voilà. En première estimation. En première estimation, bien entendu, ça augmente. En première estimation. Donc, la question, c'était de savoir comment financer ce projet. Il est bien évident que c'est très difficile de demander aux pays traversés d'y participer à titre significatif, parce que c'est quand même pour eux, ce sont des pays qui ont pour un instant un PIB extrêmement modeste. Les deux principaux financeurs étaient d'un côté le Nigeria, mais de l'autre côté le Maroc. Le Maroc faisant intervenir son fonds souverain, je crois, ou les fonds Hassan II. Et il restait quand même un troisième volet, car pour pouvoir déclencher le processus. Et ce troisième volet semble avoir été celui des Émirats. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je dirais que, d'autant plus que, je dirais très modestement, que ça a été beaucoup plus vite que je ne le pensais. D'accord. Parce que, il y a encore 2 ans, on n'en parlait pas avec l'idée que ce projet pourrait commencer 2 ans après. Donc il y a eu une accélération. Et le dernier obstacle, ça je le savais, était le financement. C'est toujours le problème. Les Européens ne sont toujours pas concernés par ce projet? Alors, j'y arrive. Ah, vous y arrivez, d'accord. J'y arrive. Okay. Mais on n'a pas demandé de financement à l'Europe. Alors que elle n'a pas proposé elle-même? C'est pas proposé. Pour l'instant, non. Mais c'est un projet gaz qui est quand même mis en concurrence la livraison du gaz algérien. Donc oui, c'est une opportunité pour l'Europe, pour de multiples raisons. D'abord, la réalité de l'Ukraine nous a montré le danger d'être monodépendant. Et donc, ça met en concurrence pour l'Europe 2 fournisseurs par d'autres gazoducs. C'est pour ça qu'il faut toujours préciser les gazoducs. Et dont le Maroc, d'ailleurs, a bénéficié à une époque, et dont la France a bénéficié sur d'autres endroits du Golfe. Donc, moi, je pense que c'est un projet qui, bien évidemment, intéresse l'Europe. Et j'arrive sur un dernier point, c'est que le gaz est devenu aujourd'hui un substitut reconnu aux énergies carbonées, et que actuellement, nous, en Europe, on se ravitasse en GNL, et c'est un gaz qui coûte très cher en transport. Gaz naturel liquéfié qui vient des bien États-Unis, évidemment, une fois qu'on aura financé le gazoduc, le gazoduc est beaucoup moins cher à la sortie que ne représente le transport GNL. Donc et actuellement, il faut savoir que l'Europe est très dépendante du gaz GNL. On a reconstitué tous nos stocks. Tout le monde dit cocorico. Oui, c'est vrai, on ne dit pas à quel prix. Mais au moins, on est protégé contre le risque. À quel prix il peut acheter d'une manière détournée des Russes? De toute manière, on connaît bien cette histoire. Donc, bien évidemment, ça intéresse l'Europe. Alors, quand on parle de ce gazoduc-là, on parle de la position atlantiste du Maroc. Le Maroc est atlantique par 3000 km de côte. Le Maroc est africain par l'histoire, la géographie et les cœurs aussi. Mais le Maroc est devenu afro-atlantiste dans une vision claire, stratégique, qui a été dessinée par le roi Mohamed VI lors de son dernier discours du 6 novembre. Et dans ce projet de déclaration, dans cette déclaration, on prévoit l'aménagement et le développement du projet intégré Dakhla Gateway to Africa. Oui. Dakhla, portail, donc, pour l'Afrique. Est-ce que
on peut considérer que ça a une liaison avec cette vision afro-atlantiste, désenclaver l'Afrique sahélienne et favoriser ou développer l'Afrique atlantique. Est-ce que nous sommes en plein cœur de la réalisation de la mise en pratique du projet, de la vision? Alors moi, je pense que, bien évidemment, Dakhla est la porte de l'Afrique. Quand on prend une carte, on en est convaincu. Mais Dakhla est aussi la porte ouverte vers l'Atlantique. Il y a deux fenêtres. Ouais. Il y a une fenêtre atlantique et il y a une fenêtre africaine. Et donc, oui, c'est un atout pour le Maroc que de bénéficier d'un partenariat qui concerne des objectifs extrêmement ambitieux, de se développer à la fois sur le versant atlantique et à la fois sur le versant africain. Et j'ajoute que c'est aussi dans la ligne de Mohamed VI et de sa diplomatie économique, qui connaît un grand succès, eh bien, d'utiliser ces deux volets, surtout pour l'Afrique. Car oui, effectivement, le Maroc fait partie de l'Afrique. Qui peut lui reprocher? Le Maroc est aussi atlantique. Qui peut le contester? Et le Maroc, demain, peut être aussi, je dirais, on pourrait lui reprocher, et maghrébien, oui, qui peut le reprocher? Le Maroc fait partie du Maghreb, le Maroc fait partie de plusieurs ensembles, de l'Afrique, le Maroc est tourné vers l'Atlantique, mais je dirais aussi le Maroc est méditerranéen. Parce qu'il y a aussi une autre région du Maroc qui est méditerranéenne. C'est la force de ce royaume. Donc finalement, c'est cette fameuse triangulaire du Maroc avec d'autres pays. Le Maroc qui s'investit en Afrique, partant du principe qu'avait dit le roi en 2014, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, chercher du financement et faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est dans cette nouvelle approche du Sahel. Le Sahel, c'est pas que de la sécurité ou de l'insécurité. Le Sahel, c'est de l'économie, c'est de l'enclavement qu'il faut désenclaver. Moi, je parle économie. Je ne parle pas des problèmes sécuritaires. Non, je ne parle pas de sécurité. Je parle de l'économie. Parce que le Sahel, malheureusement, suite au discours on a donné priorité au sécuritaire, alors qu'il y a aussi un volet économique qui est très important à développer. Alors, dernière question. Vous avez commencé à l'effleurer, d'ailleurs, la réponse, même si vous ne la connaissez pas. Le Maroc, hub africain de l'Europe, hub européen et américain de l'Afrique, avec ce qui est en train de se passer, comment on peut le situer? Surtout qu'il est situé sur les trois grands ensembles que nous connaissons tous. Le Maroc, d'abord, je rappellerai que les mémorandums, ils sont basés sur la réciprocité. Et cette réciprocité, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je vais citer les accords qui ont été signés entre le Royaume et les Émirats arabes unis en 2018. Ces accords concernent des unités de production d'engrais, l'une à Ouez, aux Émirats, et l'autre à Jorf-Larchar, au Maroc, à Jorf. Ces accords prévoient je crois d'ailleurs que ça, oui, c'est deux unités de production basées sur la richesse, comment on va dire, alors je vais terminer, sur la richesse de gaz et d'ammoniac liquide, non, l'ammoniac gaz des Émirats arabes unis, et d'un autre côté, les phosphates marocains. Donc c'est un exemple qui montre la réciprocité qui commence en 2018 et qui va être confortée par ces mémorandums. Henri-Louis Védier, merci pour vos réponses, merci pour vos éclairages sur cette déclaration qui est fameuse dans tous les sens du terme. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.